As-tu déjà remarqué que plus on essaie de contrôler la vie, plus elle nous échappe entre les doigts? C'est comme s'il existait une intelligence silencieuse qui nous montrait que l'attachement est, en réalité, le début de la perte. Dans les relations, les projets, même dans notre propre corps, plus on insiste pour que tout reste exactement comme c'est, plus on se heurte à de la résistance. Cette tension constante entre vouloir retenir et le réel qui cherche à s'écouler crée une guerre intérieure subtile. Mais sommes-nous vraiment en train d'essayer de garder les choses à leur juste place? Ou simplement d'éviter de ressentir la peur du vide? Cette question peut sembler inconfortable, mais elle cache une clé. Car vouloir tout contrôler, au fond, est rarement une question de responsabilité, et presque toujours une manifestation d'insécurité. Nous vivons dans un monde qui valorise le contrôle, productivité, objectif, prévisibilité. Mais le paradoxe, c'est que la véritable stabilité ne vient pas du fait de tenir, elle vient du fait de savoir lâcher. Cela paraît contradictoire, n'est-ce pas? Après tout, lâcher prise semble irresponsable. Et pourtant, voici l'incongruité. Plus nous avons besoin de tout contrôler, plus cela révèle notre manque de confiance en nous-mêmes et en la vie. Et cette tentative de tout maîtriser est justement ce qui nous fragilise. Nous nous déconnectons de notre propre intuition, parce que nous sommes plus préoccupés par l'évitement de l'inconnu que par le fait de vivre avec vérité. C'est comme construire des châteaux de sable en espérant que la mer reste calme. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent en paix, même au milieu du chaos? Ce n'est pas parce qu'elles ont moins de problèmes, c'est parce qu'elles ont cessé de lutter contre le flux de la réalité. Elles ne se rendent pas par faiblesse, mais par compréhension. Compréhension que vouloir tout contrôler est souvent une manière sophistiquée de fuir soi-même, d'éviter de faire face à sa propre insécurité, à son ombre, à son sentiment d'inadéquation. Lorsque nous résistons à l'incertitude, nous créons un champ de bataille invisible à l'intérieur de nous. Mais quand nous acceptons ce qui est, nous gagnons la liberté d'agir avec clarté. Ce n'est pas une idée nouvelle. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, a dit « En essayant de contrôler le monde, je vois que je n'y parviens pas. Le monde est un vase spirituel qui ne peut être contrôlé. » Cette phrase n'est pas une invitation à la passivité, mais à la sagesse. Elle pointe vers un mouvement intérieur. Sortir du besoin compulsif de tout gérer à l'extérieur de nous et commencer à cultiver la paix en dedans. Le taoïsme ne cherche pas des réponses définitives, mais un état d'intégration avec la vie et avec soi-même. Et cet état n'est possible que lorsque l'on renonce à l'illusion que la sécurité vient de l'extérieur. Car la plus grande sécurité naît de l'alignement intérieur. Cette résistance que nous ressentons à laisser être est souvent le langage de la peur. Peur d'être rejeté, oublié ou de ne pas être assez. C'est pourquoi nous cherchons à contrôler les autres, à prévoir l'avenir, à organiser la réalité jusqu'à ce qu'elle paraisse confortable. Mais le prix à payer est immense. Tension chronique, anxiété, fatigue émotionnelle. La racine de tout cela ne se trouve pas dans le monde, mais dans le manque affectif que nous projetons sur lui. Et tant que nous ne regardons pas ce manque avec honnêteté, nous restons enfermés dans un cycle de contrôle et de frustration. Comme si la vie devait nous protéger de ce que, en vérité, nous sommes les seuls à pouvoir affronter. Prenons l'exemple d'Icare. Dans la mythologie grecque, il a volé trop haut contre les conseils de son père, voulant atteindre le soleil, symbole d'un idéal absolu. Mais ses ailes, faites de cire, ont fondu. Ce mythe illustre l'excès de confiance dans le contrôle, l'illusion que nous pouvons dominer les forces de la nature. Ce n'est pas un châtiment, mais une révélation. Nous ne pouvons dépasser certaines limites sans en subir les conséquences. Et cela vaut aussi pour l'âme. Quand nous forçons notre vie à suivre nos propres modèles internes sans écouter la réalité, il y a toujours un prix à payer. La sagesse consiste à savoir jusqu'où aller et quand lâcher. Alors, que se passerait-il si, ne serait-ce qu'un instant, tu arrêtais d'essayer de tout garantir? Et si, au lieu de demander « comment faire pour ne pas perdre », tu te demandais « pourquoi ai-je si peur de perdre ?» Ce changement de question ouvre des portails intérieurs.
il déplace le centre de gravité du contrôle extérieur vers la clarté intérieure. Car le problème n'a jamais été le chaos de la vie, c'est notre refus de l'accepter. Lâcher le contrôle, ce n'est pas abandonner. C'est choisir de faire confiance. Et c'est le premier pas vers une liberté qui ne dépend pas de ce qui se passe dehors. En 1953, Edmund Hillary et Tenzing Norgay devinrent les premiers êtres humains à atteindre le sommet du mont Everest. À première vue, le récit semble porter sur la conquête, la force et le dépassement de soi. Mais en y regardant de plus près, une autre histoire se dessine derrière cet exploit. Le voyage intérieur d'hommes qui ont accepté leur petitesse face à la nature. Tout au long de l'ascension, ils affrontèrent non seulement des avalanches et des tempêtes, mais aussi leur propre orgueil, la peur de l'échec et la solitude liées aux limites humaines. Hillary a écrit dans son journal qu'il y avait un moment où toute pensée technique disparaissait et qu'il ne restait qu'un abandon silencieux à l'inconnu. Gravir la plus haute montagne du monde exigeait, paradoxalement, d'accepter qu'elle pouvait refuser d'être conquise. Au début de l'expédition, tout était sous contrôle. Planification rigoureuse, équipement testé, cartes détaillées. Tout était fait pour garantir la sécurité. Mais la montagne ne suivait pas leurs calculs. Le temps changeait sans prévenir. L'oxygène raréfié rendait chaque pas surhumain. La tension montait. Elle n'était pas seulement physique, elle était existentielle. Qui était-il, au fond, loin de tout ce qui les définissait socialement? Le froid extrême brûlait la peau. La visibilité était presque nulle. Le silence n'était rompu que par le souffle saccadé de la respiration. Dans ce contexte, l'esprit ne soutient pas les illusions très longtemps. Il révèle ce qui se cache en dessous: peur, ambition, foi, doute. À un moment donné, Hillary décrit ce qu'il a appelé un intervalle suspendu, une sensation d'être entre deux mondes. Il n'était plus sur le terrain sûr de la logique, mais n'avaient pas encore atteint le sommet. Ils étaient dans la traversée. Le corps en lutte, l'esprit troublé, le temps distordu. C'est un symbole pur du chemin intérieur. Il existe un point où il n'y a plus de retour possible, mais aucune garantie non plus. L'ambiguïté est totale. Et c'est précisément là que quelque chose de nouveau naît. C'est dans cet entre-deux que l'ego commence à se dissoudre. Non pas par faiblesse, mais par la reconnaissance qu'il n'est pas aux commandes. Il y a quelque chose de plus grand qui guide et qui exige l'écoute. L'image de Hillary et Tenzing au sommet est devenue célèbre, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'ils n'ont jamais indiqué qui était arrivé le premier. Ils ont décidé que cette victoire appartenait aux deux, et non à l'ego d'un seul. Ce geste est profondément symbolique. Le véritable héros n'a pas besoin de la victoire pour affirmer son « moi ». La conquête extérieure n'était que le reflet d'une conquête intérieure. L'ego, qui au départ cherchait la gloire, apprend à se taire devant l'innommable. Il y a là une forme de sagesse. Car ce qui nous transforme, ce n'est pas le point final du voyage, mais ce qui se passe en chemin, quand tout semble incertain. C'est cet espace où l'âme se dévoile. Dans le langage des archétypes, Hillary a répondu à l'appel. La montagne représentait l'inconnu, et il y a répondu. Mais la véritable traversée n'a pas été géographique, elle a été psychique. Chaque marche sur la glace était une confrontation avec la limitation humaine. Et curieusement, c'est en se rendant à cette limitation qu'il a trouvé la force. Comme dans les parcours intérieurs que nous affrontons tous en silence, face aux pertes, aux ruptures, aux incertitudes, il arrive un moment où l'esprit rationnel ne suffit plus. Le contrôle cède la place à l'abandon. Et cet abandon, bien que difficile, est le passage nécessaire. Cette histoire parle de bien plus que d'alpinisme. Elle est un miroir de ce qui se produit dans tout processus profond de connaissance de soi. Nous commençons plein de stratégies, cherchant à garantir notre sécurité. Mais la vie, comme la montagne, a ses propres rythmes. Lorsque ce que nous avions prévu ne fonctionne pas, ce n'est pas une punition. C'est une invitation à lâcher prise. Le sommet que nous cherchons tant n'est peut-être même pas à l'extérieur, mais en nous. Et nous ne l'atteignons que lorsque nous cessons de vouloir le dominer. Car il existe une forme de puissance qui ne se révèle que dans l'abandon. C'est pourquoi l'image de Hillary et Tenzing au sommet, enlacés par le vent et le silence,
est l'une des représentations les plus pures de l'union entre la force et l'humilité. Ils n'ont pas vaincu la montagne. Ils ont été accueillis par elle. Et c'est peut-être cela qui nous rapproche le plus de la véritable spiritualité. Non pas s'imposer au monde, mais y trouver sa place avec dignité. C'est la leçon archétypale de la traversée. Le héros qui revient transformé, plus entier, moins rigide, plus réel. Le voyage de Hilary et Tenzing vers le sommet de l'Everest peut être interprété non pas comme une victoire de l'ego sur la nature, mais comme une initiation symbolique dans le langage de l'abandon. Ce qui se manifeste sur le plan extérieur, gravir une montagne, est en réalité le reflet d'un parcours intérieur. Au début, il y a l'esprit rationnel, volonté de dominer, de maîtriser l'environnement, d'anticiper les risques. C'est la première couche, la plus visible. Mais bientôt, le corps s'épuise, les plans échouent et la réalité impose ses propres conditions. À ce stade, l'ego qui voulait contrôler commence à comprendre qu'il ne dirige pas le rythme de la vie. Apparaît alors la tension qui précède la traversée, lutter contre ou écouter. Le taoïsme offre une clé puissante pour comprendre ce moment. Le principe du Wu Wei, souvent mal interprété comme de la passivité, est en réalité une sagesse active, agir en harmonie avec le flux naturel des choses, sans effort forcé. Hilary et Tenzing n'avançaient que lorsqu'ils cessaient d'imposer leur cadence et commençaient à ressentir le temps de la montagne. Ce n'est plus une stratégie, c'est un ajustement de conscience. L'ascension, à ce point, n'est plus seulement physique, elle devient intérieure. Ils sortent du domaine du faire pour entrer dans celui de l'être. Ce qui est en jeu n'est plus la conquête d'un sommet, mais l'acceptation d'une limite. D'un point de vue psychologique, cette traversée marque le moment où l'individu doit lâcher le contrôle pour ne pas s'effondrer sous sa propre rigidité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. L'anxiété naît lorsque nous essayons de garantir ce qui, par essence, est incertain. Et le contrôle est l'effort chronique pour éviter la douleur de ne pas savoir. Mais le paradoxe, c'est que la sécurité que nous cherchons à l'extérieur ne peut être cultivée qu'à l'intérieur. Dans le silence raréfié de la montagne, où chaque pas exige une pleine présence, cette vérité devient évidente. Nous ne sommes pas les maîtres du processus, nous en sommes les participants. Sur le plan émotionnel, ce qui se dissout là-haut, c'est l'image de soi fondée sur la performance. L'alpiniste, autrefois héros de lui-même, se découvre vulnérable, dépendant de conditions qu'il ne peut manipuler. Cela déstabilise, mais cela soigne aussi. Le taoïsme enseigne que ce qui est flexible triomphe de ce qui est rigide, et cette souplesse intérieure commence par la reddition. Non pas la reddition de l'abandon, mais celle de cesser de lutter contre le réel. Reconnaître que le monde n'est pas une extension de notre volonté, et que la paix ne vient pas de tout contrôler, mais de vivre en accord avec ce qui est. Sur le plan existentiel, c'est une mort symbolique de l'ego. Le moi, qui planifiait, contrôlait, voulait prouver quelque chose, perd de sa force. À sa place, émerge un centre plus stable, non pas fondé sur les réussites, mais sur la présence. Lorsque Hilary et Tenzing décidèrent de ne pas inscrire qui atteignit le sommet en premier, ils donnèrent corps à cet état. Ce simple geste de ne pas avoir besoin d'affirmer l'ego révéla quelque chose de bien plus profond. La reconnaissance que la véritable réalisation n'a pas besoin de témoins. La montagne les avait transformés. Et ils acceptèrent de revenir changer. Le schéma qui se révèle est récurrent dans la vie de toute personne ayant tenté de contrôler l'incontrôlable. D'abord la tension, ensuite la résistance, puis l'ouverture. La traversée est inconfortable parce qu'elle déconstruit des identités fondées sur des certitudes. Mais c'est dans ce vide, et seulement là, que naît quelque chose d'authentique. Le taoïsme ne nous invite pas à cesser d'agir, mais à agir sans attachement aux résultats, à lâcher l'illusion que nous pouvons forcer la vie à entrer dans nos cadres intérieurs. Quand nous cessons de résister, le chemin apparaît. Enfin, l'ascension ne se termine pas au sommet. Elle se termine au retour. Dans la manière dont nous redescendons la montagne,
c'est-à-dire dans la manière dont nous revenons à la vie ordinaire, désormais avec une autre conscience. Hilary et Tenzing revinrent transformés, et ce n'est pas l'exploit qui les changea, mais le processus. Cela aussi, c'est du taoïsme. La valeur ne réside pas dans ce qui est atteint, mais dans la manière dont on traverse. Car, à la part, fin de toute tentative de contrôle, il ne reste toujours qu'une question essentielle. De combien de la vie as-tu vraiment besoin de t'assurer? Pour enfin faire confiance? Reconnaître les moments où nous tentons de contrôler la vie par peur est un exercice de présence. Cela ne demande ni grands rituels, ni changements radicaux. Le premier pas, c'est l'écoute. La synchronicité se manifeste souvent dans les petits détours, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand quelqu'un surgit par hasard, quand une porte se ferme et qu'une autre, plus juste, commence à se dessiner. Ces moments ne sont pas des erreurs, ce sont des signes. Mais pour les percevoir, il faut être moins occupé à forcer et plus disponible pour ressentir. La vie parle. Le problème, c'est que, dans la hâte de tout contrôler, nous oublions d'écouter. Un geste simple peut nous ramener à cet axe. Choisissez un petit objet, mais qui a du sens pour vous. Une pierre, une feuille, un bijou, un objet artisanal, une bague. Quelque chose qui représente pour vous l'idée de lâcher prise. Gardez cet objet dans votre poche, votre sac ou près de votre lit pendant quelques jours. Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, l'envie de tout maîtriser ou la peur de perdre quelque chose, prenez cet objet en main pendant quelques secondes. Non pas pour vous distraire, mais pour vous rappeler. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce geste ne résout pas la situation, mais il réinitialise votre présence. C'est une ancre, un rappel corporel que le flux de la vie continue, même lorsque nous ne sommes pas aux commandes. Ce petit rituel a du pouvoir parce qu'il interrompt un schéma automatique. Au lieu d'entrer dans la spirale mentale du prévoir et du garantir, vous revenez au corps, à la respiration, à l'instant. Et ce faisant, quelque chose change subtilement. Vous commencez à entendre ce que la situation essaie de vous dire, plutôt que de simplement y réagir. C'est cela, la pleine conscience. Être là où l'on est, tout entier. Et c'est ainsi que la synchronicité se révèle. Quand vous vous alignez avec le présent, la réalité répond. Pas avec des garanties, mais avec des signes. Avec des directions plus claires. Avec des rencontres et des coïncidences qui font sens. Très souvent, les synchronicités apparaissent lorsque nous cessons de lutter pour ce qui ne bouge pas. Vous lâchez prise et quelques jours plus tard, une réponse arrive. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sensibilité. C'est ce que le taoïsme appelle agir sans agir. Un état dans lequel nos actions ne naissent ni de l'urgence, ni du manque, mais de l'écoute et de l'alignement. Lorsque nous nous apaisons intérieurement, nous laissons l'espace au chemin pour se révéler. L'intuition ne naît pas de l'anxiété, mais de la présence. Et c'est sur ce terrain que peut éclore une clarté véritable. Un autre exercice possible consiste à poser, en silence, à la fin de chaque journée, une question simple. À quel moment aujourd'hui ai-je tenté de contrôler par peur? Puis, quel serait le plus petit geste de confiance que je pourrais poser demain? Ces questions ne sont pas là pour générer de la culpabilité, mais pour éclairer. Elles révèlent, en douceur, les schémas invisibles qui nous gouvernent. Et, avec le temps, elles nous aident à faire d'autres choix, à réagir moins, à écouter plus, à agir avec moins d'urgence et plus de vérité. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie pour changer d'état intérieur. Commencez par le geste, par le symbole, par le corps. La transformation spirituelle ne commence pas par de grandes décisions, mais dans ces petits instants où l'on choisit de répondre avec présence plutôt qu'avec réactivité. Chaque fois que vous vous souvenez de lâcher, ne serait-ce qu'une seconde, vous ouvrez un espace. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau peut entrer. Quelque chose qui, auparavant, était bloqué par la tension du contrôle. C'est dans cet espace que la vie répond. Non pas avec des promesses, mais avec de la cohérence, avec du sens,
avec une forme d'amour qui n'a pas besoin de garantie parce qu'elle naît de l'intérieur. Ce que vous cherchez à l'extérieur, sécurité, amour, direction, commence à émerger quand vous cessez de vouloir forcer le chemin et que vous commencez à faire confiance au processus. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Et le geste le plus simple peut être le plus révolutionnaire, s'arrêter, respirer, tenir son symbole et se rappeler, vous êtes déjà sur le chemin. Il suffit maintenant de rester présent. Peut-être que la véritable question, au bout du compte, n'est pas « comment contrôler la vie ?», mais « qui suis-je sans l'impulsion de tout contrôler ?» Cette question n'a pas de réponse immédiate et elle ne devrait pas en avoir. Elle est faite pour résonner, pour se déplacer en silence à l'intérieur, comme le vent traverse un champ vide. C'est là, dans l'espace qui s'ouvre lorsque nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit, que quelque chose d'essentiel commence à émerger. Présence, lucidité, paix. La véritable liberté ne naît pas quand nous vainquons le chaos, mais lorsque nous cessons de lui échapper. Quand nous comprenons que ce n'est pas le monde qui doit s'adapter à nos certitudes, mais nous qui pouvons apprendre à danser avec ces mystères. Et dans ce mouvement, trouver du sens, non parce que nous contrôlons, mais parce que nous faisons confiance. Tout ce que la vie tente de nous enseigner commence à se dévoiler lorsque la tension intérieure fait place à l'écoute. Écoutez le temps, écoutez le corps, écoutez les espaces entre les mots. Rien de tout cela ne demande d'effort, seulement la disposition à être avec ce qui est. C'est simple, mais ce n'est pas facile, car cela demande le courage de rester avec soi-même, sans distraction. Mais c'est justement là que le véritable chemin commence. Alors, et si votre prochaine grande transformation ne venait pas d'une conquête, mais d'un lâcher-prise? Et si, en cessant de vouloir tout contrôler, vous découvriez enfin ce que vous forciez depuis si longtemps à se manifester? Cette possibilité existe, pas dans un futur lointain, mais dans l'instant même où vous vous autorisez à vous arrêter et à écouter. Gardez cette question comme on porte une graine dans sa poche. Ne cherchez pas à y répondre maintenant. Vivez simplement avec elle quelque temps. Observez ce qu'elle fait à vos pensées, à vos gestes, à vos décisions. Peut-être vous montrera-t-elle, avec le temps, que ce qui semblait être un obstacle était, en vérité, un passage. Si ce thème a touché quelque chose en vous, partagez votre expérience, commentez. Permettez à d'autres de trouver des reflets dans vos mots. C'est une quête silencieuse, mais elle n'a pas besoin d'être solitaire. Nous apprenons tous à lâcher prise, ensemble. Et si vous souhaitez continuer ce chemin avec nous, suivez les conversations qui prennent vie ici. La traversée. Continue, car au fond, tout ce que nous cherchons, c'est cela. Un lieu où nous puissions cesser de lutter et simplement être.